sommet de cette édition, au Soudan, l'ancien chef de l'État, inculpé de corruption, comparaîtra la première fois le 17 août prochain. Il n'était pas à sa première audience mercredi. Les célébrations pour les 20 ans de règne du roi Mohamed VI culminaient mercredi avec le grand rituel annuel d'allégeance. Cette cérémonie est destinée depuis les années 30 à glorifier la monarchie marocaine. Le système de dopage reste très huilé au Kenya. C'est une pratique courante dans ce pays où il reste très facile de se procurer de l'EPO, même s'il faut se montrer un peu plus prudent que par le passé. Merci à chacun de nous recevoir chez vous. Bonjour et bienvenue. L'ancien chef de l'État soudanais, Omar El-Béchir, inculpé de corruption, comparaîtra la première fois le 17 août prochain. Il n'était pas à sa première audience qui était prévue pour ce mercredi. Reportage. Le président soudanais destitué, Omar El-Béchir, se présentera devant le tribunal le 17 août pour répondre de ses actes. Mercredi, c'était la première audience de son procès, mais les autorités n'ont pas été en mesure de la mener pour des raisons de sécurité, a déclaré son avocat. Pour Ahmed Ibrahim Al-Tahir, un autre de ses avocats, le procès n'a aucun fond politique. Le 16 juin, un procureur a lu l'acte d'accusation contre l'ex-président lors de sa première apparition publique depuis sa destitution par l'armée le 11 avril. En détention depuis, Omar El-Béchir a notamment été accusé de possession illégale de devises étrangères, d'avoir acquis des richesses de façon suspecte et illégale, selon le parquet. Fin avril, le chef du Conseil militaire de transition au pouvoir, le général Abdel Fattah al-Burhan, avait affirmé que l'équivalent de plus de 113 millions de dollars avait été saisi en liquide dans sa résidence à Khartoum. Il avait indiqué que des membres de la police, de l'armée et des agents de sécurité avaient trouvé 7 millions d'euros, 350 000 dollars et 5 milliards de livres soudanaises lors de cette fouille. Au pouvoir depuis un coup d'État en 1989, Béchir a été destitué et arrêté par l'armée le 11 avril à Khartoum, sous la pression d'un mouvement de contestation inédit déclenché en décembre par le triplement du prix du pain. Toujours au Soudan, les autorités ont autorisé, du moins annoncé, la fermeture de l'ensemble des établissements scolaires à partir de ce mercredi et ce jusqu'à nouvel ordre. Une décision qui tombe après la mort de 6 manifestants, parmi lesquels 5 lycéens tués lundi lors d'une manifestation dans une ville du centre du pays. La mort de ces jeunes manifestants à Al-Obeid, dans le Kordofan Nord, a également entraîné la suspension de négociations prévues mardi entre le mouvement civil et les militaires au pouvoir, les négociateurs de la contestation ayant décidé de se rendre dans cette ville. Dans la soirée, une association de médecins proches du mouvement de contestation a indiqué qu'un 6e manifestant avait succombé à ses blessures après avoir reçu une balle dans la tête, sans préciser s'il s'agissait d'un lycéen. 5 lycéens ont été tués et plus de 60 blessés, certains par des tirs embusqués lors d'une manifestation à Al-Obeid, dénonçant des pénuries de pain et de carburant, ont indiqué le mouvement de contestation et des habitants. Tuer un étudiant, c'est tuer la nation, ont scandé dans plusieurs quartiers de la capitale les jeunes manifestants, dont certains portaient leur uniforme scolaire. Le Conseil militaire de transition a ordonné aux gouverneurs de tous les États de fermer les jardins d'enfants, les écoles primaires et les lycées à partir de ce mercredi jusqu'à nouvel ordre, selon l'agence de presse officielle SUNA. Les protestataires accusent les redoutés paramilitaires des forces de soutien rapide, RSF, dirigées par le numéro 2 du Conseil militaire à la tête du pays, Mohamed Hamdan Daglo, d'avoir ouvert le feu contre la foule. Tuer des civils pacifiques est un crime inacceptable qui ne doit pas rester impuni, a déclaré le chef du Conseil militaire de transition, le général Abdel Fattah al-Burhan. Depuis lundi, les autorités ont imposé un couvre-feu nocturne à Al-Obeid et dans 3 autres localités du Kordofan Nord. En Côte d'Ivoire, la loi sur la recomposition de la commission électorale indépendante chargée de la présidentielle de 2020 a été adoptée par l'Assemblée nationale ivoirienne ce mardi. Ceci malgré les protestations de l'opposition. Les détails.
Avec 124 voix sur un total de 203 votants, 78 contre, une abstention, le test à sans surprise était adopté en séance plénière par le Parlement, dominé par le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP, la coalition du président Alassane Ouattara. La nouvelle commission doit comprendre 15 membres contre 17 auparavant, un représentant du président de la République, un du ministre de l'Intérieur, 6 de la société civile, 6 des partis politiques, équitablement répartis entre le pouvoir et l'opposition, et un représentant du Conseil supérieur de la magistrature. La Cour africaine des droits de l'homme avait rendu en 2006 un arrêt enjoignant au gouvernement ivoirien de réformer la commission. Le ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, assure que le test apporte un meilleur équilibre dans la composition des organes de la commission centrale, du bureau et des commissions locales. C'est une remise en cause des acquis démocratiques de tous les bons qualitatifs obtenus dans le pays, s'est insurgé le député Alain Lobognon, membre du groupe parlementaire Rassemblement de Guillaume Soro, dénonçant une mainmise du parti au pouvoir sur la commission. L'opposition juge que la composition de la nouvelle commission ne présente pas de garantie d'indépendance, estimant que trop de ses membres seront nommés par le pouvoir ou des organismes liés au pouvoir en place. Le gouvernement ivoirien compte 255 députés, dont 166 sont issus du parti au pouvoir du RHDP. La crédibilité de la commission est jugée cruciale en vue de la présidentielle de 2020 qui s'annonce tendue. Le deuxième cas de virus d'Ebola détecté mardi à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, est décédé. C'est ce qu'ont indiqué ce mercredi les autorités sanitaires et surtout des sources officielles. Reportage. Le malade confirmé d'Ebola à Goma est décédé. Toutes les mesures pour couper la chaîne de contamination sont déjà prises, a déclaré à l'agence France Presse Jean-Jacques Mouyembe, le nouveau responsable nommé par la présidence congolaise pour coordonner la riposte contre l'épidémie. Ce malade était arrivé au centre de traitement au 11e jour de sa maladie. C'était vraiment sans espoir car la maladie était déjà à un degré très avancé. Il est donc décédé dans la nuit de mardi à mercredi, a indiqué de son côté le docteur Aruna Abebi, coordonnateur de la riposte contre Ebola dans la province du Nord Kivu. Nous demandons à la population de ne pas cacher les cas suspects. Le centre de traitement n'est pas un mouroir, il faut amener le malade à temps, a insisté le docteur Aruna. L'homme décédé à Goma est le deuxième cas d'Ebola enregistré dans ce grand centre urbain de l'Est du pays, 16 jours après un premier cas et 1 an après la déclaration de l'épidémie de fièvre hémorragique dans les régions rurales du Nord Kivu et d'Ituri, dans l'Est de la République démocratique du Congo. La maladie a jusqu'à présent été relativement circonscrite, mais l'apparition de cas dans une ville comme Goma renforce la menace d'une propagation de l'épidémie déjà responsable de 1803 morts, selon les derniers chiffres publiés ce mercredi par les autorités. Le système de dopage est toujours bien huilé au Kenya. C'est une pratique courante dans ce pays où il reste très facile de se procurer de l'EPO, même s'il faut aujourd'hui montrer un peu plus de prudence que par le passé. Reportage. L'homme, complice du trafic de produits, raconte avoir commencé au début des années 2010 à aider des athlètes à se doper. Il travaille dans une grande pharmacie d'Eldoré, ville à l'ouest du Kenya, proche des principaux centres d'entraînement, dont Aiten. Son officine a une licence qui lui permet d'importer des médicaments d'Inde, dont l'érythropoïétine, EPO. Avec certains de ses collègues, il contourne la loi en vendant cette EPO sans ordonnance en l'absence de tout contrôle efficace. Comme nous savons que c'est interdit, nous avons des endroits où nous avons l'habitude de placer ces médicaments, c'est-à-dire l'EPO. Par exemple, à l'endroit où je travaille normalement, nous avons une pièce. Quand vous y entrez, vous pensez que c'est un mur, sans savoir qu'il y a une autre pièce à l'intérieur où nous gardons ces drogues. Il y a plus d'athlètes qui l'utilisent de nos jours qu'il y a quelques années, parce que maintenant, ils sont au courant.
Ils savent que quand ils prennent ce médicament, ils peuvent exceller dans la vie. Oui, j'ai peur de me faire prendre parce que c'est interdit. Mais c'est de l'argent. Ça augmente les ventes. On le fait pour l'argent. Au Kenya, on peut tout faire pour de l'argent. Chaque semaine, le pharmacien peut recevoir jusqu'à 4 clients auxquels il vend les pots à $20, soit 18 € par dose. Un montant auquel il faut ajouter par la suite entre 100 et 150 $ pour la personne qui fait l'injection. Dans un rapport daté de septembre 2018, l'Agence mondiale antidopage avait conclu que les pratiques de dopage au Kenya ne semblaient pas sophistiquées et intervenaient de manière opportuniste. Les célébrations des 20 ans de règne du roi Mohamed VI cumulaient, du moins ce mercredi, avec le grand rituel annuel d'allégeance. Cette cérémonie est destinée, depuis les années 30, à glorifier la monarchie marocaine. Reportage. La journée de mercredi prévoyait la traditionnelle prestation de serment des nouveaux officiers dans la cour d'honneur du palais de Tétouan, au nord du Maroc, mais aussi au menu l'impressionnante cérémonie d'allégeance Beya. La fête du trône remonte aux années 1930, l'époque du protectorat français. La célébration exige que chacun réitère son attachement indéfectible au Maroc et au glorieux trône alaouite. Les grandes entreprises publiques ou privées du pays diffusent dans la presse des pages entières de félicitations et d'allégeance. Des détracteurs ont par le passé appelé à l'abolition de ce rituel, décrit comme une pratique humiliante d'un autre âge. Depuis son palais de Tanger lundi soir, Mohamed VI a annoncé dans un discours à la nation une étape nouvelle pour réduire les disparités criantes, après avoir salué les progrès accomplis. Signe de ses pouvoirs très étendus qui font de lui un roi qui règne et qui gouverne, Mohamed VI a notamment annoncé un remaniement gouvernemental à l'horizon de la rentrée prochaine pour apporter du sang neuf. Comme le veut la tradition, le discours royal a été poursuivi par une série de grâces. Le Maroc est un des pays les plus inégalitaires du nord de l'Afrique et dans la moitié la plus inégalitaire de la planète selon l'ONG Oxfam. Le taux de chômage reste proche de 10% et atteint 39% chez les moins de 24 ans. L'accès à des soins de qualité reste problématique dans les régions reculées. Le niveau d'instruction reste très bas et un Marocain sur 3 est analphabète selon les chiffres officiels. L'instance chargée des élections en Tunisie a confirmé la date du 15 septembre pour la présidentielle anticipée. Elle rejette ainsi les appels des partis politiques à repousser cette date, annoncée dans la foulée du décès du président Béji Caïd Essebsi. Reportage. L'instance chargée des élections n'a pas fléchi. La date du 15 septembre est confirmée pour la présidentielle anticipée en Tunisie. Pourtant, nombre de partis politiques n'ont cessé d'appeler à repousser cette date, annoncée dans la foulée du décès du président Béji Caïd Essebsi. Le bureau de l'instance supérieure indépendante pour les élections, ISIE, a décidé la date de 15 septembre pour le scrutin présidentiel, a annoncé mardi soir à la presse son président Nabil Bafoun à l'issue de consultations avec les partis politiques. Selon le calendrier électoral décidé par l'ISIE, les candidatures doivent être déposées entre le 2 et le 9 août. La campagne électorale aura lieu du 2 au 13 septembre et les résultats préliminaires seront annoncés le 17 septembre. La date du deuxième tour de la présidentielle n'a pas été décidée, mais elle ne doit pas dépasser le 3 novembre, a ajouté Bafoun. Lors d'une réunion mardi entre les membres de l'ISIE et des représentants des partis politiques et de la société civile, certains ont demandé de repousser la présidentielle anticipée pour l'organiser en même temps que le premier tour des législatives en octobre. Aucun changement n'est prévu quant à la date des législatives programmées pour le 6 octobre. La présidentielle initialement prévue en novembre a été avancée au 15 septembre suite au décès du président Essebsi le 25 juillet. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie du programme de SICA. À très bientôt.